Nous allons aborder maintenant la session de clôture de notre colloque consacré aux matériaux stratégiques. Je pense que, comme moi, vous aurez apprécié toutes les présentations que nous avons eues au cours de la journée et qui nous ont vraiment éclairés sur les enjeux qui concernent ces différents matériaux absolument indispensables à la transition énergétique et écologique. Alors, on a le plaisir et l'honneur d'accueillir pour cette session de clôture Philippe Varin. Et qui mieux que Philippe, en effet, aurait pu venir conclure ses travaux, lui qui a consacré la quasi-totalité de sa vie industrielle au sujet de matériaux, qu'on les appelle stratégiques ou pas, en tant que producteur ou en tant que consommateur, 25 ans chez Aluminium Péchiney, 6 ans comme PDG de Corus dans l'acier, 6 ans comme PDG de PSA et puis 6 ans comme président du conseil d'administration d'Areva, aujourd'hui Orano. Et pour finir, comme il le dit avec humour, et vous permettez que je le fasse aussi, 2 ans comme président de Suez, histoire de vous faire pardonner toutes les années que vous aviez consacrées. Recycler et expier. Voilà. Exactement, recycler. J'ai pas eu le temps de recycler beaucoup, mais j'ai expié ça à la place. Ça, c'est sûr. Bien, Philippe a été missionné par les ministères de la Transition écologique et le ministère de l'Industrie pour remettre en début d'année un rapport sur la sécurisation de l'approvisionnement de l'industrie française en matériaux stratégiques. Et c'est à ce titre qu'il va prendre la parole ce soir. Je la lui cède en le remerciant par avance de son intervention. Merci beaucoup, Philippe. Oups. Pardon. Peut-être l'enlever, parce que de toute façon... Bien, je suis votre dernier obstacle avant le cocktail, donc on va faire bref. Et j'espère que ce que je vais dire en conclusion, mais je ne crois pas d'ailleurs, sera pas trop contradictoire avec ce que vous avez entendu durant le courant de cette journée. Si vous voulez bien, on peut procéder en 2 temps, c'est-à-dire un premier temps sur le paysage des matériaux critiques, puisque je vais vous parler des matériaux critiques pour la transition écologique qui ont fait l'objet de mon rapport en début de cette année. Puis dans un deuxième temps, les quelques clés du succès pour le futur, à mon humble avis, et puis les recommandations que j'ai pu faire dans mon rapport. Alors, pour débuter sur le paysage, peut-être en 2 temps, quelques vérités sur la transition écologique que sans doute vous connaissez par cœur, mais qu'il est toujours bon de rappeler. Et puis deuxième point, c'est quoi la balance offre-demande probable sur les 10 années à venir au moins. Je pense que vous avez déjà une bonne idée après les différents exposés qui vous ont été faits. Je reprendrai ce point-là. Alors, d'abord, sur quelques vérités qui dérangent un peu sur la transition, qui méritent d'être rappelées. Elles concernent l'intensité en matériaux de cette transition, les signaux économiques qui n'existent pas franchement pour le moment, la question de la souveraineté, et puis l'aspect systémique de la transition. Alors, vous le savez peut-être, ou vous en doutez peut-être, mais pas forcément, la période qui est devant nous, elle va être très gourmande en matériaux. Je pense qu'on dit qu'on passe de l'âge du pétrole à l'âge des matériaux, et c'est complètement vrai. Mais aujourd'hui, savez-vous quel volume, ou quel tonnage plus exactement, de matériaux vous consommez par an, en tant qu'Européens moyens, que nous sommes tous, à titre directement ou indirectement? Directement ou indirectement, je prends le total divisé par le nombre d'habitants du pays. 20 tonnes par an. Donc, 20 tonnes par an, et la moyenne mondiale est plutôt autour de 12-13 tonnes, mais on est en Europe et il y a l'Afrique dans la moyenne, donc il y a les Américains et les Chinois. Mais on va consommer dans les 30 ans à venir, vous le savez, autant que depuis le début de l'humanité en termes d'extraction des matériaux du sol. Donc, si on a en tête que dans la transition écologique,
Un véhicule électrique, c'est 6 fois en empreinte matériaux le montant d'un véhicule thermique. 6 fois, c'est beaucoup. Et un kilowattheure éolien, c'est aussi à peu près 6 fois, Christophe, je pense que c'est ça, le kilowattheure gaz. Donc on n'est pas parti dans la transition écologique pour consommer moins de matériaux qu'avant. Donc ça va plutôt renforcer les problèmes. Donc c'est un sujet très sérieux et il ne faudrait pas que pour résoudre un problème de CO2 qui est manifeste et indiscutable, on se crée un vrai sujet général sur la ressource. Deuxième vérité, c'est que cette transition, elle est politique. Alors elle est politique au bon sens du terme, hein, c'est-à-dire que les responsables politiques, avec les perspectives du GIEC, ont décidé simplement qu'il fallait être net zéro en 2050, au moins en Europe. Ceci dit, je dis elle est politique parce que cette décision régalienne, elle a été faite sans véritable étude d'impact et elle n'est pas accompagnée, comme d'autres transitions, du signal économique qui fait que les acteurs peuvent faire cette transition, je dirais, naturellement. Quand on est passé du bois au charbon et qu'on est passé du charbon au pétrole, qu'on est passé du pétrole au gaz, à chaque fois, il y avait un avantage de la nouvelle source d'énergie par rapport à la précédente, sans compter les externalités, comme disent les économistes. Et puis, on avait le temps, et la market economy, l'économie de marché faisait en sorte que les bonnes pratiques pouvaient se répandre. Il ne s'agit pas de ça ici. Il s'agit de faire zéro en 2050, ce qui est quand même un temps très bref. Et comme on n'aime pas trop parler du prix du CO2, on n'en parle pas, d'ailleurs, ou très peu. C'est pas ça qui aujourd'hui est le driver des acteurs économiques, en France, mais aussi ailleurs d'ailleurs. Donc, cette transition, elle est politique, donc elle suppose que les acteurs politiques utilisent d'autres moyens que ceux qu'ils utilisent habituellement dans l'économie de marché. C'est-à-dire qu'il faut dépasser les outils réglementaires, il faut dépasser les aides à l'innovation, etc. Et il faut mettre la main aussi au porte-monnaie, parce que sinon, ça ne se passera pas. C'est la deuxième vérité, si vous voulez. La troisième, c'est l'éléphant au milieu de la pièce. C'est la Chine. C'est la Chine parce que, depuis 20 ans, des responsables chinois sont sur le coup avec une volonté très très claire, c'est de réaliser, c'est de ne plus dépendre du pétrole et du gaz pour des questions de sécurité. Et ayant été patron de PSA à un moment donné, j'avais présenté au ministre de l'économie, de l'industrie à l'époque, nos idées et nos réalisations à venir en matière de véhicules électriques. C'était il y a 10 ans. Et je lui avais dit que voilà, on s'est intéressé d'avoir les batteries en Chine. Il m'a dit, mais elles viennent de où vos batteries là pour votre projet? Je lui avais dit, c'est de la Corée. Il m'avait dit, ben, ça c'est difficile parce que la licence, vous risquez de ne pas l'avoir. Et donc on a perdu 2 ans et on a pris des batteries chinoises. Bon, donc ça montre une volonté politique depuis déjà un certain temps. Et grâce à Belt and Road Initiative, d'une part, qui permet de financer et de vassaliser quelque part un certain nombre de pays, notamment en Afrique, mais pas uniquement, et par le fait que ce sont à la fois les sociétés minières, comme une bonne partie des constructeurs automobiles sont des SOE, des State-owned Enterprise, il n'y a pas franchement de problème de financement ou d'aide d'État, si vous voulez. Donc le résultat, c'est que la Chine a pris 50% de contrôle des chaînes de valeur batterie, c'est-à-dire nickel, cobalt, lithium, en moyenne, disons, 50%, et sur les aimants, jusqu'à 90% actuellement. Donc c'est donc un sujet de souveraineté extrêmement sérieux. Les États-Unis ont réagi déjà depuis 5 ans, et plus récemment, vous l'avez vu, avec l'Inflation Reduction Act, qui consiste à mettre 367 milliards de dollars sur la table, et là, ce sont des incentives. On ne parle pas dans ce Inflation Reduction Act du prix du CO2, en fait. On met des incentives sur la table pour favoriser tout ce qui dans le... Alors, c'est un triptyque, transition énergétique, transition écologique, matériaux, tout ce qui permet, dans ce triptyque, de dire on fait ça made in USA ou dans les pays qui ont des accords de trade, des accords commerciaux avec les États-Unis. Ce qui est un point extrêmement important, notamment pour nos exportations et les risques que ça pose aussi sur l'implantation de nouvelles unités industrielles, certaines prévues en Europe, elles vont avoir tendance à aller aux États-Unis.
Donc, l'Europe a réagi récemment, très franchement, à peu près depuis un an, avec très récemment l'idée promue par le commissaire Breton du Critical Raw Materials Act, qui reste encore à implémenter, à réaliser, mais qui a donné un certain nombre d'indications sur ce que l'Union européenne allait faire. Enfin, vous voyez que dans la course mondiale, on ne part pas avec de l'avance, pour le dire très gentiment. C'est peut-être la troisième vérité. La quatrième vérité, c'est que c'est une révolution systémique et qu'aujourd'hui, il est facile de promouvoir, tous les responsables politiques promeuvent le véhicule électrique, maintenant d'une seule voie ou presque. Mais derrière chaque véhicule électrique, on oublie la mine et on oublie que ça n'a de sens que si le système électrique est décarboné. Or, si vous allez sur Electricity Map, qui est une appli intéressante qui vous donne en temps réel les émissions de CO2 des différents systèmes électriques européens, bon, la France n'est pas très brillante en ce moment, on est à 90 grammes de CO2, avant on était plutôt autour de 60 en moyenne pour kilowattheure produit. L'Allemagne est plutôt dans les 450, la Pologne est à 600, et donc la moyenne est à 350. Mais 350 grammes de CO2 au kilowattheure, si vous le transposez en équivalent kilomètre, ça vous donne à peu près 60 grammes. Alors que donc un véhicule électrique, en ce moment, en moyenne, on émet 60 grammes en fait. C'est dans la centrale, mais enfin, c'est 60 grammes quand même. Et si jamais on fait la batterie, alors 60 grammes, vous voyez, si vous faites 200 000 km avec votre voiture, ça fait, sur la durée de vie, ça fait 12 tonnes. 60 grammes par 200 000. Mais aux 12 tonnes, il faut ajouter aussi les émissions de la batterie. Donc si vous faites de la batterie comme la Tesla 3 avec du nickel indonésien, du graphite chinois, déjà sur la batterie, vous aurez mis 8 tonnes. 8 et 12, ça fait 20. 200 000 km, 20 tonnes. Si vous divisez, vous allez tomber sur 100 grammes de CO2 au kilomètre, ce qui est l'émission aujourd'hui d'une voiture électrique. Donc en fait, tout ce qu'on fait, ça n'a d'intérêt, et je pense qu'il faut le faire, bien sûr, mais sans oublier qu'il faut les mines, et des mines qui n'émettent pas de CO2, et à proximité du centre d'utilisation, et une électricité décarbonée. On n'est pas mal en France pour ça. Enfin, c'est un sujet européen. C'est une quatrième vérité que je voulais partager avec vous, parce qu'elle n'est pas évidente pour un certain nombre de nos responsables. Alors là, 4 vérités du paysage ne sont pas forcément très agréables, mais enfin, il faut les rappeler. Voilà. Alors, je vais passer assez rapidement sur le deuxième point, parce que je pense que vous avez aujourd'hui, sur l'offre et la demande, un certain nombre d'éléments qui vous montrent qu'il y a un sujet. Bon, clairement, si je résume, la demande, elle va être explosive. Sur le nickel, à horizon de 10 ans, c'est 2 à 3 fois. Je pense que sur le lithium, c'est bien plus, c'est peut-être 4, 5, 6, 7, 8 fois, on ne sait pas très bien. Les terres rares, c'est 4 fois le marché actuel. Donc effectivement, on a rarement vu, il faut demander aux spécialistes géologues et responsables du BRGM, mais je pense qu'on n'a jamais vu une telle croissance dans le passé. À chaque fois, ça fait des nombres de mines sur une dizaine d'années dans le monde importantes. C'est des croissances qui vont nécessiter 70 à 100 mines ou usines sur la période mondiale pour pouvoir produire. Alors en face de ça, l'offre, elle est très contrainte. Elle est très contrainte pour au moins 5 raisons. Un, c'est qu'il y a des instabilités politiques, je ne fais pas à dessein. Enfin, on voit que l'Amérique latine est passée maintenant à gauche. L'Afrique, actuellement, avec cette alliance de facto sur les pays africains entre, je dirais, les entreprises chinoises qui sont très présentes et de plus en plus Wagner pour la sécurité, ça conduit quand même les Européens et les Américains à être dans une situation parfois inconfortable. Puis en matière de tension avec l'Ukraine, on a un autre exemple évident. Deuxième raison, c'est qu'on est dans un bas de cycle des entreprises minières en termes d'investissement. Alors on sort du bas de cycle. Mais enfin, il y a une dizaine d'années, les 20 premières minières, elles investissaient une centaine de milliards de dollars. On est passé par un creux il y a 3 ans à 50 milliards et ça commence à remonter, mais il n'y a pas de réserve de capacité vraiment disponible.
La troisième raison, c'est que les rendements sont décroissants. Les mines de cuivre aujourd'hui, elles tournent à moins de 1%, je crois, Christophe, 0,5 à 1% sur les dernières mines. Il y a 10 ans, on était plutôt probablement à 2 à 3%. Et donc ça, quand on parle d'une mine, il faut savoir que derrière, il y a des rendements qui sont très fortement décroissants sur certains minerais. Et puis, il y a les perturbations climatiques qui vont être de plus en plus un sujet, notamment l'eau, parce que les mines sont des grosses consommatrices d'eau. Ça, c'est la troisième contrainte. La quatrième, c'est NIMBY. NIMBY, c'est Not in my backyard. Bon, on comprend comment l'opinion publique peut réagir sur ces sujets, quelque part, puisqu'il y a des gens, sur les mines, il y a quand même une histoire qui n'est pas extrêmement positive. Bon. Mais nous utilisons tous des smartphones, et les smartphones sont cyclés à 1% peut-être, hein, pas beaucoup plus, sont collectés, mais enfin, si on tire la coque, l'intérieur est pas recyclé. Donc pourquoi il faut creuser un trou dans mon jardin ou pas loin si on ne recycle pas ce qui existe? On dirait, bon, les smartphones, c'est un cas particulier, mais enfin, si vous prenez les aimants aujourd'hui, les aimants, ils sont collectés d'ailleurs, souvent, pas toujours, et ils sont recyclés à 0% en Europe. Par contre, les aimants à recycler, pour l'instant, ils ont tendance à quitter l'Europe. Donc, si on ne recycle pas complètement, c'est difficile aussi de convaincre qu'il faut creuser pour extraire de nouveaux minerais. Alors, ceci dit, avec le nouveau règlement batterie, je crois que la bonne nouvelle, c'est qu'on va être obligé d'avoir un éco-design des batteries dès le début, et donc on ne sera pas confronté au même problème que les smartphones. Et puis enfin, les régulations sont toujours de plus en plus contraignantes, et je dirais ça. On avait 7 ans, on a fait pour un permitting aujourd'hui, ça dépend des pays, mais enfin, c'est entre le moment où on décide d'une mine, où on va décider, on pense à la mine, au moment où on va la réaliser, il y a quand même 7 à 10 ans, ce qui est un vrai sujet quand on voit ce qui est devant nous. Donc on sait à peu près comment les choses vont se passer en termes d'offre-demande dans les prochaines années. Alors, je dirais, on peut dire, ah oui, mais vous êtes extrêmement pessimiste. Je lis des articles en disant, mais voilà, il y a des catastrophistes sur la balance offre-demande. Regardez les prix. Les prix du nickel et du cuivre, ils ont été multipliés par 2 malgré ce qui se passe en ce moment, parce qu'il y a une perspective de récession, donc ça baisse un peu. Mais sur 2 ans, le lithium, le carbonate de lithium, son prix a été multiplié par 5 en 1 an. Donc, je dirais, ce n'est pas une vue de l'esprit. Voilà. Donc voilà pour le paysage extrêmement vert et réjouissant qui est devant nous. Mais la question, c'est que faut-il faire? Alors, je crois qu'il y a très simplement quelques clés de succès assez évidentes qu'il ne faut pas du tout oublier. La première, c'est la vitesse. Parce que le monde va vite. On a une concurrence mondiale qui est, je dirais, très efficace. Ceux qui sont allés au salon de l'auto ont pu voir que, parfois, les producteurs chinois étaient tous là et prêts à fournir assez vite. Et sur le plan de l'innovation, l'Agence internationale de l'énergie a dit que, je n'ai pas vérifié, mais qu'il fallait, enfin, sur 50% des innovations qui vont être nécessaires, on ne les a pas, quoi. On a encore un gros paquet d'innovations à faire et le plus rapidement possible. Et puis il y a le permitting général des différentes installations. Et je dirais, en termes d'organisation, il faut que nous puissions fonctionner en mode projet pour aller plus vite. Or, nos organisations, nos administrations, nos responsables industriels ou autres fonctionnent, et en France en particulier, souvent chacun dans son couloir. Hein. Et je dirais, le mode projet n'est pas forcément en Europe aussi répandu qu'aux États-Unis avec la DARPA sur un certain nombre de gros enjeux. Il faut travailler sur des écosystèmes complets, comme celui des batteries et celui des aimants, y compris production, y compris recherche, y compris supply, y compris recyclage, y compris recherche, y compris compétences. Et pour cela, le mode projet est certainement la mise en place en est nécessaire. Deuxièmement, la mine responsable. Comme on l'a évoqué, je pense que c'est la condition de l'investissement et de l'opinion publique. Et sur ce sujet, c'est pas du tout... quand on voit le règlement batterie, qui se prépare au niveau européen et qui est non, presque prêt,
Il y a des éléments très concrets comme le taux de recyclage dans les batteries doit monter dans le temps avec des points de repère et des jalons. Donc ça, c'est assez clair et assez facilement mesurable en fait. Il y a le fait que la batterie doit avoir un passeport CO2. C'est aussi assez simple dans le principe. Dans la pratique, associé à des matériaux de la batterie, des systèmes électriques et du CO2, ce n'est pas aussi simple que ça, mais enfin, ça doit pouvoir se faire. Et on dit que dans le règlement, que les matériaux doivent provenir de mines responsables. Alors là, la mine responsable aujourd'hui, ce n'est pas un concept qui est complètement délimité. Donc il y a des standards, il y en existe. Il y a la norme européenne, il y a des principes les normes canadiennes, il y a des principes de l'OCDE, il y a des principes de l'ICMM, qui est l'organisation des miniers. Il y a une norme dite IRMA, qui est une association des OEM, des constructeurs, des ONG, mais mondiale. Donc on a un certain nombre de standards. La question, c'est effectivement, en accord avec la demande du règlement batterie, c'est de pouvoir dire à quelles normes on se réfère. Et il faut que ces normes soient certifiables par des tiers. C'est une condition pour l'opinion publique, parce qu'on n'ouvrira de nouvelles mines que si on peut garantir à l'opinion publique de manière robuste que, d'une part, sur le plan de l'éthique, ce sera bien traité, qu'il n'y aura pas d'enfants dans les mines, que le CO2 sera très limité, que l'eau sera minimisée, etc. Donc, il est important que ces standards soient mis en place. Très important, sinon ça ne marchera pas. 3, je l'ai évoqué, c'est l'éco-design upfront, c'est-à-dire dès le début, comme on le fait sur les batteries, et à mon avis, il faut faire la même chose sur les aimants, de telle manière à ce que l'opinion publique voit bien qu'on s'occupe de ce sujet dès le début. Et enfin, la 4e clé du succès, c'est la question financière. Alors, il y a des fonds disponibles, des fonds qui sont prêts à s'investir, il y en a. Il faut, dans les infrastructures de l'écologie, on va passer de 2 trillions de dollars par an mondialement à typiquement 5 trillions de dollars pour faire face aux besoins de la transition et aussi d'ailleurs de l'adaptation maintenant. Simplement, il y a une nécessité de dérisquer un certain nombre d'investissements parce que beaucoup de ces investissements comportent des risques forts. La tendance générale sera positive sur les prix, je pense, mais par contre, selon la localisation, à la fois sur les questions d'environnement, les questions politiques et autres. Et donc, il est important que les fonds publics puissent s'engager aussi dans ce domaine. Les États-Unis viennent de le démontrer en mettant les 367 milliards de dollars sur la table. Nos amis chinois n'ont pas de problème avec ça. Au niveau européen, c'est un sujet qui est peut-être plus difficile, mais qui me paraît indispensable. Voilà quelques clés de succès. Donc, ceci introduit les recommandations de mon rapport. Le rapport est confidentiel, mais les grandes orientations, elles ne le sont pas franchement. Au niveau européen, indispensable. Alors, l'Europe va investir dans 36 gigafactories, typiquement, dans les 10 années qui viennent. Ça fait 150 milliards d'euros sur les investissements correspondants. Il est absolument aberrant que les mines de lithium ou d'autres ne soient pas dans la taxonomie. Ce sont, on peut les appeler des activités habilitantes au sens de la réglementation européenne, mais bon, le nucléaire et le gaz sont maintenant dans la taxonomie. Si les mines ne sont pas dans la taxonomie, il y a un problème. Parce que, ce n'est pas un détail, parce que les banques, les investisseurs, ils font appel à des fonds verts, etc. Et donc, ils ont besoin de montrer, je dirais qu'ils ont ces pattes vertes, hein, c'est-à-dire que c'est bien du vert. Et donc, c'est la taxonomie qui est le point de repère. Donc, pour que cette réglementation la taxonomie puisse intégrer les mines, il y a un lien direct avec les standards que j'évoquais sur la mine responsable. 2, les fonds européens, aujourd'hui, il n'y a pas de dispositif européen, à part un fonds d'investissement qui s'appelle InnoEnergy, qui est semi-privé d'ailleurs, en grande partie, pour les start-up, les jeunes entreprises dans le domaine des mines ou de la transformation en Europe, mais qui fait aujourd'hui 300 à 400 millions d'euros de levée de fonds. Il n'y a pas d'outil, à part la BEI en dette, mais il n'y a pas un véritable outil pour pouvoir agir en matière d'investissement en fonds propres dans des mines. Alors, j'y reviendrai au niveau français. Mais le commissaire Breton a annoncé récemment, dans le cas du Critical Materials Act, qui est donc le point qui était très souhaité par la France pendant sa présidence,
il a annoncé qu'il réfléchissait sérieusement à un fonds souverain en Europe. Au niveau européen, en matière d'innovation, des fonds importants qui sont déployés. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de fonds ont été déployés pour l'optimisation de la batterie lithium-ion. Et là, je dirais, c'est un peu normal, mais aujourd'hui, il y a une course, il y a un effet de rattrapage général, mais que réfléchir, y compris en France d'ailleurs, sur les chimies alternatives pour les batteries, c'est un sujet vraiment très important, parce que autant le lithium-ion peut justifier, en général, et pour de grandes distances en particulier, autant sur des plus petites distances, les Chinois ont la technologie LFP, lithium fer phosphate, qui n'a que le lithium comme matériau critique, entre guillemets, qui est très efficace, avec une moindre autonomie, mais pour des usages urbains, périurbains, ça peut être une solution. Donc, il y a des nécessités d'innovation qu'on appelle breakthrough à faire en matière de développement sur les batteries. Et puis, le Critical Materials Act aussi va mettre en place un réseau d'observatoires en Europe pour identifier la criticalité des matériaux et en tout cas de la réévaluer régulièrement en anticipant. Donc ça, c'est pour l'Europe. Et au niveau français, ce qui a été recommandé, c'est de mettre en place un observatoire des minéraux industriels. C'est l'OFREMI, peut-être que Christophe en a parlé tout à l'heure. Enfin, c'est sous la tutelle du BRGM avec le soutien étroit du CSF, du Comité stratégique de filière mines et métaux. Recommandé également qu'il y ait un délégué interministériel. C'était un peu l'oiseau rare, parce que ça fait 9 mois qu'on le cherche, donc on va finir par le trouver. Mais enfin bon, ça montre que la situation est d'urgence et bien intégrée. S'agissant aussi des plateformes qui font l'objet de recommandations dans mon rapport à Dunkerque pour les batteries à lac pour les aimants, l'idée qu'il faut des responsables qui promeuvent ces plateformes aussi vis-à-vis d'interlocuteurs à l'extérieur. Business France fait une partie du travail, mais il faut aller certainement plus loin. J'ai recommandé également que le fonds d'investissement puisse être un fonds d'investissement français. Donc des réflexions sont aussi en cours depuis 9 mois sur ce sujet. Donc c'est une maturation à son rythme. Et que ceci soit accompagné d'une diplomatie des métaux efficace. Parce qu'il est clair que nos OEM, nos constructeurs, nos utilisateurs vont passer des contrats de long terme, de type take or pay, sur de très grandes périodes, de 10 ans par exemple. Franchement, c'est tout nouveau. J'ai été constructeur automobile, j'aurais jamais pensé passer un contrat de 10 ans avec un opérateur minier, encore moins de prendre une participation. Or aujourd'hui, c'est devenu, c'est pas encore la norme, mais c'est devenu une obligation. Et donc, il faut pouvoir aider les constructeurs automobiles. Entre autres. Voilà. Et sur la partie française, on a mis en place entre CEA, CNRS, avec les gigafactories et maintenant tous les acteurs de cette filière batterie, on met en place une feuille de route sur les années à venir pour développer une recherche et ça se présente plutôt pas mal. Et puis il y a une revalorisation des compétences à faire dans le domaine minier. Si vous allez rire, on a des écoles des mines, on en a plusieurs, et je viens de l'une d'entre elles, donc je vois bien ce qu'on faisait dans les mines, mais aujourd'hui on ne fait plus beaucoup de mines dans les mines, d'écoles des mines. On fait de l'intelligence artificielle, et pourtant si on veut de la mine responsable, il faut des technologies propres et parfois nouvelles. Donc il faut là, on travaille sur ce sujet, mais aussi tout le domaine des batteries, il faut des compétences qu'on n'a pas forcément. Donc il y a entre la région Hauts-de-France, qui a les gigafactories, la région à Grenoble d'ailleurs, un deuxième pôle, et puis en Aquitaine aussi un troisième pôle de développement qui sont prévus. Voilà ce que je peux vous dire sur ce qui est dans mon rapport. Et je vais peut-être vous donner la parole, mais juste peut-être pour vous dire à ce stade, sur le fond, il faut avoir il faut qu'on ait tous du bon sens pour naviguer sans instrument. Parce qu'il n'y a pas de boussole économique dans cette transition. Ce n'est pas le PIB qui va vous donner des réponses et il n'y a pas de valorisation du capital nature de toute façon aujourd'hui dans les outils économiques. Et donc il est important que les organisations, la Franchimie en fait partie, les coalitions d'industriels puissent faire entendre leur voix et leur voix de bon sens parce qu'on n'a pas forcément les points de repère habituels. Et puis enfin,
plus en plus, et il va y avoir ce week-end le Forum pour la paix à Paris. On a été, dans les 40 dernières années, sous l'effet de guerres liées au pétrole. Il faut éviter que cette guerre des matériaux se termine mal. Et dans cet aspect, la transition écologique, elle doit être inclusive. Elle doit être inclusive globalement, pas uniquement en France. Et les pays émergents n'ont pas du tout la même vision des choses que la nôtre, pas toujours. Ils ont de bonnes raisons, parce que leur problème, c'est de rattraper notre niveau de vie. Et donc, considérer, et c'est à mon avis des sujets du Green Deal européen, qu'on va avoir une île verte européenne au milieu d'un monde qui ne serait pas forcément si vert que ça peut être un peu une illusion. Et donc, il faut qu'on ait une transition qui soit à la fois inclusive et équitable, ce qui n'est pas forcément je dirais, le comportement spontané sur la planète en ce moment. Voilà, je vous laisse aussi à quelques questions. Merci beaucoup, Philippe, pour cette présentation. Une question peut-être pour amorcer le débat avec la salle. On voit que l'Union européenne s'est donc dirigée vers le tout électrique à l'horizon 2035, en disant qu'à partir de 2035, on ne mettrait plus sur le marché de véhicules à moteur thermique. Ce choix a été ratifié par le Parlement européen récemment. Et puis, dans le même temps, le commissaire Thierry Breton vient de prendre la parole récemment en disant qu'après tout, il faudrait peut-être utiliser la clause de revoyure qui est prévue en 2026 pour voir si on ne se précipitait pas d'une dépendance aux hydrocarbures fossiles dans une dépendance complète aux métaux et peut-être autre chose. Qu'en pensez-vous ? Oui. Je suis obligé de faire appel à quelques souvenirs qui ne sont pas si lointains, mais quand on fait une transition de ce type, pour le constructeur automobile, je pense que c'est bien de lui donner une perspective claire, temporelle, parce qu'il faut prendre des décisions, et sur un nouveau véhicule, et là il y a des nouvelles plateformes, et des nouvelles technologies, etc. C'est pas une décision qui peut être prise à la dernière minute. Ce que les constructeurs automobiles avaient demandé, je pense, c'est qu'on leur donne une orientation claire, mais qu'on se laisse éventuellement une porte de sortie si jamais on voit qu'on n'est pas sur la bonne trajectoire, tant les enjeux sociaux, industriels, etc. sont très très importants. Et on le voit bien si on voit le salon de l'auto, c'est que avoir, comme le demandait le président de la République, une voiture électrique à 100 € par mois, aujourd'hui on voit bien comment les constructeurs chinois peuvent la proposer, hein, mais on n'a pas complètement une sécurité que les constructeurs français, avec les économiques en France et les matières premières qui sont importées, soient prêtes à le faire. Donc c'est effectivement, donner de la visibilité est une très bonne chose. Ce serait effectivement cette idée de clause de revoyure et certainement une sécurité intéressante qui ne remet pas en cause l'objectif final, mais qui donne quand même une possibilité de respiration. Parce qu'avant que cette décision soit prise, à titre personnel, je pense qu'il y a plusieurs technologies, en fait, pour la décarbonation de la mobilité. En fait, il y en a trois dans la pratique. Hein. La première, c'est le véhicule électrique, tout électrique, très adapté pour l'environnement urbain, périurbain, mais qui, effectivement, pour les longues distances, commence à poser des problèmes, puisque quand il faut des centaines de kilos de batterie pour faire 700 km, ça devient quand même un sujet. On se dit quelque part, il y a une question d'optimisation. Bon. Alors, il y a une alternative qui est une deuxième piste, qui est l'hybride. Alors, l'hybride, ce n'est pas zéro CO2, mais s'il y a du biocarburant, on pourrait imaginer que on roule toute la semaine sur la partie électrique et que de temps en temps, qu'on va faire un tour le week-end, on roule sur du biocarburant qui serait plus cher, parce qu'on a un petit sujet quand même de disponibilité des biocarburants, mais bon, l'exclure complètement a priori,
c'est peut-être un peu dommage, puisque c'est quand même une technologie que la France maîtrise. Et troisièmement, c'est l'hydrogène. J'entends beaucoup de choses sur l'hydrogène, mais vous savez, bon, je suis ingénieur, donc ça ne se fait pas, il faut regarder les chiffres. Et l'hydrogène, c'est pas... D'abord, ce n'est pas une énergie, c'est un stockage d'électricité d'une manière ou d'une autre, pour la mobilité en tout cas. Or, une batterie, si vous chargez une batterie à partir de votre prise, vous avez un rendement, quand vous ressortez, déchargez la batterie, vous avez un rendement de 90% à peu près, sur une batterie lithium-ion. Sur l'hydrogène, ce n'est pas franchement la même chose, puisque quand vous branchez votre électrolyseur pour faire l'hydrogène, vous avez un rendement Faraday qui n'est pas extraordinaire, de 65%. Ensuite, il faut transporter cet hydrogène, pas toujours très facile. Et donc, si vous voulez un réseau capillaire pour transporter l'hydrogène dans toutes les stations-service, ça ne va pas être simple. Hein. Et après, vous mettez votre hydrogène dans votre voiture et vous avez une pile à combustible. Bon, le rendement d'une pile à combustible aujourd'hui, ce n'est pas 90%. Hein. C'est plutôt dans les 60% aussi, ce qui fait que globalement, le rendement cumulé sur l'hydrogène, c'est plutôt 25 à 30% que 90%. Donc, il y a un certain nombre d'applications où l'hydrogène a vraiment un intérêt. Et dès qu'il n'y a pas de transport, donc type dans les trains ou dans potentiellement des bus ou des camions qui se rechargent, se remplissent en hydrogène sur des très longues distances. Et puis l'hydrogène est au début de sa courbe d'expérience. La batterie est peut-être plus avancée. Donc je pense qu'il y a une limite hydrogène-batterie qui n'est pas encore complètement figée. Mais on voit bien que la partie lourde peut être plus efficace en hydrogène et la partie légère des véhicules en batterie. Et donc, je pense qu'il est important de laisser aussi une certaine souplesse hein, sur ce sujet dans le futur. Donc, la réponse à la question, c'est une décision qui est très ambitieuse. J'aurais préféré, je pense comme tout le monde, c'est qu'il y ait eu une étude d'impact très sérieuse qui soit faite au départ. Mais s'il y a des choses qu'on n'a pas vues, il faut être capable effectivement d'évoluer pendant qu'il est encore temps. Bonjour, merci beaucoup pour votre exposé. J'avais une question concernant votre rapport. Est-ce que dans votre rapport, vous avez... Je ne vois pas qui pose la question. Je suis dans le fond de la salle sur, sur votre gauche. Oui, je demandais si dans votre rapport, vous avez abordé aussi des aspects réduction de l'utilisation des matériaux. Si on parle mobilité, il est très facile de réduire les besoins en imposant des limites de vitesse ou en imposant des limites sur le poids des véhicules. Donc, dans une recherche systémique, voir comment modifier aussi les habitudes de mobilité. Même chose peut-être sur l'aspect numérique. Est-ce que vous avez abordé ces points-là pour qu'éventuellement il y ait des décisions au niveau français, européen sur la réponse est non, puisque ce n'était pas la question posée. La question posée, c'était comment sécuriser, évaluer la situation sur les chaînes de valeur batterie et aimant et comment les sécuriser. Donc c'est déjà assez large en termes de travail, et donc on n'a pas fait d'excursion hors du cahier des charges. Mais maintenant, il est évident que pour aboutir à la réduction de CO2, il y a beaucoup d'autres approches qui sont pas uniquement technologiques, mais technologiques et sociétales, qui sont à activer. C'est une de mes passions par ailleurs, parce que je préside tous les ans un forum sur les matériaux à Nancy, auquel participent quelques membres de cette assemblée, où la question elle est vraiment posée, c'est-à-dire c'est quoi les top 10 technologies qui vont nous permettre de réduire les émissions de CO2 en matière de décarbonation, à la fois sur les procédés, la mobilité, le bâtiment, etc. Mais aussi les enjeux sociétaux et les comportements, avec effectivement en s'appuyant sur le développement du digital. Mais ce n'était pas l'objet de mon rapport. Excuse-moi, c'est un peu loin des matériaux, vous allez voir, mais c'est quelque chose qui concerne le thème des fonds souverains que vous avez abordé. Pour faire très court, donc les fonds souverains souvent sont adossés à, par exemple, une rente pétrolière ou quelque chose comme ça. Si on les crée dans notre vieux continent, j'ai jamais eu l'occasion
de soumettre cette idée à une autorité comme la vôtre, donc je profite de la tribune, pardonnez-moi. Est-ce qu'un prêteur en dernier ressort comme le FMI ou la BCE ne pourrait pas partir d'une idée qui serait le niveau de déchets, ou par exemple l'Afrique, qui est dans des grands besoins de financement et qui fait appel aux Chinois, par exemple, donc partirait avec plusieurs longueurs d'avance, parce que quelque part, ils n'ont pas tapé dans le stock de déchets, vous voyez la notion, et du coup, cette manne financière éventuellement accordée par le prêteur en dernier ressort pourrait quand même abonder un fonds, pourquoi pas européen ou français, et du coup, excusez-moi, ça mettrait l'hydrogène très en avance comme futur outil, parce que précisément, il n'a pas de résidus polluants. Juste peut-être deux considérations. La première sur les fonds, les fonds étatiques. Je pense que au niveau européen, il n'y a pas aujourd'hui, il y a un fonds d'investissement en fonds propres qui est la BERD, mais en fait c'est très tourné vers les pays de l'Est. Et à part ça, il n'y a pas franchement de fonds disponibles pour l'equity. Alors après, il y a la BEI, donc la Banque européenne d'investissement qui est là en financement de dette. Donc on n'a pas rien aujourd'hui. Et sur les grands investissements d'infrastructures dans les pays émergents, je pense qu'effectivement, la Banque mondiale est un des acteurs importants. Et tout ce qui sera fait sur le développement de mines responsables dans les pays émergents, la Banque mondiale est bien placée pour apporter son concours, comme sur un certain nombre d'autres projets d'infrastructures, et surtout s'il y a des relations commerciales ou des take or pay avec des utilisateurs européens. Voilà. Ensuite, le deuxième point, c'est est-ce que l'hydrogène a un avantage par rapport aux batteries sur la question du recyclage de manière plus générale. Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que dans l'hydrogène, il y a peu de matériaux critiques aujourd'hui. Il y en a quelques-uns, notamment les platinoïdes, donc le platine en particulier, mais comme on en utilise beaucoup dans les pots catalytiques aujourd'hui, on se dit que finalement, ça se compensera. Et puis il y a un certain nombre de perlimpinpinium différents. Il faut demander à des spécialistes, mais sur les piles à combustible. Mais disons qu'en première approximation, il y a beaucoup moins de sujets de matériaux critiques. Et donc, en fin de vie aussi, le potentiel de recyclage est peut-être plus simple. Bon, ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'à partir du moment où, dans le coût de la batterie, on intègre aussi ces circuits de collecte, le coût de circuits de collecte et de recyclage, ce qui caractérise les batteries lithium-ion, au moins, c'est que dans la batterie en fin de vie, ce qui est récupéré est la black mass. C'est ce mélange qui est obtenu entre l'électrolyte et puis les cathodes en nickel, manganèse, etc. Bon. Cette black mass, elle a de la valeur. Donc finalement, le circuit de recyclage sera entretenu probablement par la valeur du produit résiduel. Donc quand on compare hydrogène et batterie, je ne pense pas que cet élément aujourd'hui soit différenciant avec les éléments disponibles. Bonjour. Vous avez parlé de la nécessité de réindustrialiser la France et de se réapproprier la chaîne de valeur de tous les matériaux. C'est important et vous avez insisté sur le fait que la fluctuation des prix des matières premières peut influencer sur la viabilité économique de cette réindustrialisation. Qu'en est-il du rapport de cette réindustrialisation avec l'énergie? C'est-à-dire que cette réindustrialisation sera très énergivore. Et à l'heure actuelle, on a un marché de l'énergie extrêmement déstabilisé, extrêmement fluctuant, encore plus fluctuant que de certaines matières premières. Et comment faire en sorte qu'on puisse donner une perspective aux industriels avec une énergie aussi fluctuante en termes de prix? C'est une très bonne question et je ne suis pas sûr d'avoir la réponse. Qu'on soit clair, simplement ce dont il s'agit, c'est deux choses. Un, les mines. Je pense que pouvoir refaire des mines en France, c'est quelque chose de très important. Bon, et là, on a quand même la vallée du Rhin qui est un endroit qui semble assez adapté pour le lithium géothermal. Et là, c'est intéressant parce qu'en fait, quand on extrait le liquide de l'eau et qu'on prend le lithium d'un côté, mais avec le reste, on a de la chaleur. Et donc, on arrive à valoriser via l'énergie. Et ça rend
le lithium, potentiellement, j'espère, dans ce stade. Il faut confirmer tous les encours. Mais on pourrait avoir du lithium relativement quand même compétitif. Et en plus, comme c'est pas très loin des gigafactories, ce serait quand même, je dirais, entre guillemets, tout bénef. Bon, alors on verra sur celui d'Imerys. Mais enfin, si voilà, sur le cas du lithium, bon, je pense que la question énergétique doit ne pas avoir trop d'impact. En France, pour l'instant, on n'a pas parlé sur la mine d'autres possibilités. Si vous voulez en savoir plus, dans la boule de cristal de Christophe Coinceau, vous avez peut-être parlé déjà d'autres possibilités, mais c'est pas à l'ordre du jour pour le moment. Alors, la localisation dont on parle, c'est surtout la localisation des stades intermédiaires de valeur ajoutée. Hein, d'accord ? Et je crois que c'est très bien parce que je suis dans ces locaux de la chimie, donc je ne vais pas dire des choses du tout négatives sur le paracétamol, parce qu'on en a vraiment besoin, surtout en ce moment, parce que c'est un peu de pénurie. Mais enfin, on décide de relocaliser du paracétamol, et c'est très bien, il faut le faire, mais on est aussi prêt à payer le prix de cette relocalisation, parce que ce n'est pas là qu'on est a priori le plus compétitif. Donc moi, je suis assez sceptique globalement sur l'impact de la relocalisation, et il faut des cas comme le paracétamol, mais ce n'est pas ça qui va réindustrialiser la France, contrairement à ce qu'on a pu entendre. Par contre, sur la localisation de nouvelles chaînes d'activité, là, c'est là qu'il faut jouer la carte. Mais là, la compétitivité, c'est quand même une question. Hein, voilà. Alors, on est en train de parler du raffinage. On parle des stades aval de fabrication des cathodes additive manufacturing. Et on parle aussi du recyclage. Ça, c'est, à mon avis, plus forcément local. Mais et puis les gigafactories, bien entendu. Là, je dirais la dimension énergétique, elle est très importante. Et c'est pour ça que moi, je pense que Dunkerque a un intérêt, parce qu'il y a sur Dunkerque beaucoup de chaleur fatale de toute l'industrie sidérurgique, aluminium, chimie, sur Dunkerque, Air Liquide et compagnie. Et donc, cette chaleur fatale, ce qui est bien sur ce parc industriel, c'est qu'elle a été collectée et elle peut être mise à la disposition des gigafactories. Je pense que dans une gigafactory aujourd'hui, la part de cette chaleur fatale, qui n'est pas donc sensible au prix du marché, elle est importante. Hein, c'est entre 30% et 50% potentiellement. Oui. Donc, il va falloir qu'on travaille sur les moyens qui permettent d'immuniser les arrivants. Et l'autre facteur, donc sur l'électricité, quand on est sur une zone à Dunkerque décarbonée, avec de l'énergie compétitive, puisqu'on a 6 tranches à Gravelines de nucléaire, il y aura bientôt un parc éolien offshore. Bon. Alors, aller pénaliser les industries par le prix du marché, c'est certainement pas acceptable. Il y a un système qui s'appelle l'AREN, qui malheureusement, c'est donc le prix coûtant, entre guillemets, auquel EDF est censé vend aux industriels aujourd'hui énergo-intensifs. Ces dispositions de l'AREN vont s'arrêter en 2025, je crois. Il va falloir trouver un successeur à l'AREN. Et il me paraît absolument indispensable que des arrivants puissent avoir une visibilité sur leur prix d'énergie. Donc il va falloir négocier ces prix d'énergie. Il faut absolument qu'on ait une visibilité sur ce que sera l'AREN du futur. Je crois qu'il y a une volonté de faire en sorte qu'il ne soit pas très éloigné du prix actuel, parce que sinon ça poserait problème. Je ne sais pas si les événements actuels vont changer la donne, et je pense qu'il ne faut pas. Ce serait un très gros risque. En fait, il est bien identifié, oui. C'est une question importante. Y a-t-il une dernière question ? Bonjour, excusez-moi. J'avais une question plutôt sur l'uranium, qui est un élément qui est sous tension, vu qu'on n'en produit pas en France, qu'au Kazakhstan ou en Afrique. Est-ce que ça remet en cause la stratégie du nucléaire et du tout électrique en ce moment ? Non. Je ne sais pas, Christophe a dû vous parler un peu de la situation, mais d'une part, Orano a 3 mines en opération au Niger, au Canada et au Kazakhstan, avec des potentiels de développement. Alors, après, il peut y avoir des risques ici ou là, bien sûr. Mais il y a aussi des potentiels de développement dans d'autres pays, comme l'Ouzbékistan. Donc, on a, je dirais, de quoi alimenter les besoins des nouveaux réacteurs pendant assez longtemps, avec les technologies actuelles. Après,
je dirais, sur les futures générations de réacteurs, si on a des réacteurs en sel fondu qui surrégénèrent, on aura très peu de consommation d'uranium. Donc je ne pense pas aujourd'hui que ce soit un des matériaux critiques. C'est pas je dirais, il faut être très clair sur la notion de matériaux critiques. Hein. Je pense qu'on parle souvent du nickel, du lithium, du cobalt, des terres rares. Il est clair qu'aujourd'hui, matériaux comme le cuivre me paraît plus critique que le nucléaire, parce que d'ici 2023-2024, si on fait la balance offre-demande, c'est certainement un sujet. Donc il y a une certaine tension palpable sur ce thème. Sur le nucléaire, on ne voit pas d'ailleurs dans le prix a remonté, mais on ne voit pas de signe que le nucléaire est en train de monter au plafond en termes de coût. L'uranium, pardon. Voilà. Donc je ne suis pas très inquiet sur ce sujet. Très bien, Philippe. Merci beaucoup pour merci pour les questions.